Bonjour à tous, vous écoutez le balado Génération Oui, le balado des indépendantistes convaincus et des indépendantistes à convaincre. Ici Charlotte Tremblay, votre animatrice, et cette semaine, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver. J'ai encore une fois le plaisir d'animer le podcast avec mes deux co-animateurs préférés, Marc-Antoine Lemay et Pierre-Olivier Lessard. Puis les gars, là, pour commencer, on parlera pas tout de suite de politique, mais je voulais savoir comment s'est passé votre temps des fêtes. Mais ça s'est bien passé, Charlotte. Pour ma part, ben là, moi, j'étais en blessure, là. J'étais en rémission. Oh non! Comment ça? J'ai le pied de cassé en jouant Oh une non! partie de hockey. Donc, l'isolement, je m'isole dans ma chambre, là, mais sinon, un très beau temps des fêtes, ouais, merci. Qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu passé un peu de temps avec ta famille? Oui, dans ma chambre. Dans ta chambre. Ouais. OK. Puis Marc-Antoine? Ben moi, je fais pas vraiment de sport parce que je trouve ça dangereux. On a la preuve avec PO, il s'est cassé le pied. Mais non, sincèrement, je suis revenu chez moi, à Shawinigan, en Mauricie. J'étais à Montréal pour la session. Donc, je suis vraiment content de retrouver mes proches, mes amis, ma famille. Même si on a des contacts un peu limités, là, je trouve que ça fait du bien pour le moral de tout le monde. Donc, je suis aussi content d'être là avec vous. Comment s'est passé un peu là, ta fin de session? C'était-tu difficile? Ça s'est-tu bien passé? C'était pas si difficile, honnêtement. Non? Je me mets vraiment pas trop de pression. De la seconde que tu es préparé, que tu sais où tu t'en vas, que tu fais tes affaires, après ça, advienne que pourra. Hein. C'est pas toi qui fais les notes, c'est les professeurs. Donc, on donne le maximum, puis après ça, on laisse les choses aller. Très bien dit, très bien dit. Puis sur la scène politique, là, qu'est-ce que vous souhaitez voir en 2022? Ben moi, j'aimerais ça, bien sûr, voir plus d'indépendantistes d'élus. On sait que les prochaines élections provinciales, c'est cet automne, là, donc c'est dans quelques mois. Ça serait une belle façon là, de terminer l'année 2022. Marc? Ouais, ben un peu dans le même sens, mais je pense que la condition de tout ça, c'est que les indépendantistes recommencent à se parler, recommencent à établir une stratégie commune, cohérente et stable ensemble, parce qu'on peut avoir des divergences sur un tas de questions, puis il faut le reconnaître qu'on n'est pas tous d'accord sur toutes les questions, mais on est d'accord sur la question la plus essentielle, faire du Québec un pays. Donc, si on est capable de se mettre d'accord là-dessus, puis qu'on est capable de vraiment établir une stratégie commune, je pense qu'on va avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin ensemble. Merci, Marc, d'avoir partagé ton opinion. Puis pour commencer, là, je vais commencer avec toi, Marc-Antoine. Peux-tu me résumer là, brièvement le fonctionnement puis l'origine du régime fédéral canadien dans lequel nous sommes présentement? Oui, ben, je vais faire ça court parce qu'on en a parlé dans plusieurs épisodes. Dans le fond, la Constitution canadienne, à l'origine, a été adoptée en 1867, ce qui a créé la Confédération canadienne avec les provinces. Ça s'est élargi par la suite avec l'adhésion de nouvelles provinces, de nouveaux territoires. Il y a eu différents changements, mais le plus grand changement a eu lieu en 1982 avec le rapatriement. J'imagine qu'on va en parler aujourd'hui puisqu'on va parler des questions constitutionnelles. Donc, vraiment, ça a été un processus sans consultation citoyenne, ça a été un vote parlementaire. C'était un peu des bourgeois qui ont négocié cette constitution-là, des hommes blancs, des hommes qui avaient beaucoup d'argent, qui n'avaient pas vraiment d'intérêt du peuple là-dedans. Donc, c'est vraiment pas une constitution écrite et faite par le peuple. Et maintenant, si on vient aux années 80, là, le Québec a cherché de se sortir de ce régime-là avec un référendum qui a été suggéré par le premier gouvernement de René Lévesque. On en a un peu parlé là, dans notre dernier épisode, mais PO, veux-tu t'en dire un peu plus là, pour le podcast d'aujourd'hui? Oui, avec plaisir. On a eu l'élection du PQ en 1976 qui promettait d'ailleurs un référendum à la fin du mandat. Après avoir fait et réalisé de nombreuses réformes, on peut le mettre en caractère gras parce qu'il y a eu beaucoup de réformes qui impactent encore même la société d'aujourd'hui. Je vais en nommer quelques-unes. La Charte de la langue française, qui est très, très, très importante. La loi de financement des partis politiques. Le droit à la non-discrimination des homosexuels, qui est très important aussi. La loi des anti-briseurs de grève. La loi sur la protection des territoires et des activités agricoles. Il y a eu la création de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Bref, il y en a beaucoup d'autres. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été fait juste en un mandat. Donc, on a vraiment voulu, au Parti québécois, montrer aux Québécois et Québécoises qu'on était capable de gouverner le Québec, qu'on était capable de faire des bonnes choses pour le Québec, pour ensuite préparer un référendum à la fin du mandat.
Puis pour continuer, Marc-Antoine, peux-tu nous expliquer un peu les faits saillants, dans le fond, les événements marquants qui ont mené à la campagne référendaire au Québec en 1980, là, du côté du camp du oui? Eh bien, oui, Charlotte, il faut savoir, bon, je pense que c'est pas un secret pour personne. Le camp du oui était dirigé principalement par le premier ministre du Québec et le chef du Parti québécois, M. René Lévesque. Mais on retrouvait également dans le camp du oui différents acteurs de la société civile, puis je pense que c'est important de le mentionner. Il y avait notamment le Mouvement national des Québécois qui s'est activé pour le projet de souveraineté dès juin 1977 en organisant des dîners-causeries, des colloques et des conférences en vue de préparer le terrain sous le slogan « Prends ton pays en main ». Ils ont produit des affiches, des macarons ou même des cartons d'allumettes, donc pour faire la promotion de l'indépendance. Le Mouvement national des Québécois a aussi assuré un rayonnement international en devenant l'hôte de la 4e conférence internationale des communautés ethniques de la langue française qui a eu lieu à Québec entre le 31 mars et le 2 avril 1978. Donc, c'était vraiment une façon de faire la promotion du Québec, d'établir des liens avec les différentes communautés francophones à travers le monde. Dès 1977 aussi, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a mis en place un comité qui s'est penché sur l'enjeu référendaire. Ce comité-là a conclu, par le biais d'une analyse stratégique, qu'il faudrait une vaste campagne d'éducation populaire en faveur de la souveraineté, donc vraiment faire la promotion, l'éducation sur la souveraineté, sur les causes, les conséquences, les opportunités également. La Société Saint-Jean-Baptiste a produit différentes initiatives dans ce sens-là. On parle notamment d'un document audiovisuel, on parle d'une campagne auprès des étudiants des cégeps et des universités pour aller chercher les jeunes, on parle d'une série d'assemblées populaires où s'expriment des figures du nationalisme québécois, dont Jacques Parizeau et Pierre Bourgault. D'ailleurs, à l'époque, Pierre Bourgault, qui avait été chef du Rassemblement pour l'indépendance nationale, on le rappelle, avait été financé à la hauteur de 11 000 $ pour donner des conférences aux 4 coins du Québec. Je trouve que c'était vraiment une belle initiative. On a mis en place des comités pour les femmes, des comités pour les personnes âgées. Puis, encore, on avance dans le temps, pardonnez-moi. En 1979, les activités du PQ se concentrent sur la place des comités du oui et le recrutement d'influenceurs, c'est-à-dire des individus qui ont fait rayonner au sein de leur milieu, au sein de leur communauté, le projet d'indépendance pour recruter des nouveaux sympathisants. On avance encore un peu dans le temps. Par exemple, Marc, je Oui. m'excuse de t'interrompre, là, mais qui, par exemple, c'est fou là, quand même dans cette année-là, là, les influenceurs un peu, là, c'était qui ces gens-là un peu? Ben, c'était vraiment des leaders dans leur communauté, des gens, des têtes fortes dans leur communauté. Tantôt, je parlais de Pierre Bourgault, mais ça pouvait être aussi des gens qui étaient connus dans leur coin, que ce soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou en Gaspésie. Des gens qui allaient pouvoir parler de l'indépendance, qui allaient pouvoir mener des initiatives pour l'indépendance. J'ai pas de nom précis pour chaque région, là, donc je m'en excuse, mais c'était ce genre de portrait-là qu'on retrouvait. Ben quand même. Tu voulais-tu poursuivre là, avec toutes tes explications? Oui, si tu me permets de poursuivre, je vais y aller. Donc, c'est ça. Après ça, il y a eu une levée de fonds par la part du camp du oui. La campagne de financement a permis de recueillir 800 000 $ à l'époque, ce qui équivaut à 2 800 000 $ d'aujourd'hui. J'ai fait le calcul un peu plus tôt dans la journée, mais sinon, c'est ça. Et effectivement, on a eu, pour finir avec la société civile, on a eu l'appui aussi de certains syndicats, dont la FTQ et la CSN. Donc, il y avait vraiment une grosse mobilisation dans les organisations indépendantistes, dans les milieux syndicaux et au sein du Parti québécois à ce moment-là. Mais on voit qu'ils étaient vraiment sur la map, là. Écoute, ils sont même allés jusqu'au carton d'allumettes. Donc, je trouve que c'est quand même assez fou là, comme initiative. On verrait pas ça aujourd'hui. Mais pour ce qui est du camp du non, le PO, comment ce camp-là, il se préparait pour le référendum? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le camp du non a été dirigé par Claude Ryan, qui était lui le chef du Parti libéral à l'époque, puis qui était une figure très, très, très importante du journal Le Devoir. Donc, on peut comprendre qu'il y avait quand même de l'influence là, au Québec. Il y a eu des acteurs pro-Canada qui disposaient de moyens beaucoup plus importants que le camp du oui, un peu comme le deuxième référendum aussi. Là. Il y a eu un mouvement Québec-Canada qui est une première organisation fédéraliste d'importance à voir le jour juste avant le référendum. L'organisation a été fondée dans la région de Ottawa, un peu ta région, Charlotte.
Ben, c'est exactement ça, PO. Ouais. Puis, si je ne me trompe pas, c'était fait par le député libéral Michel Gratton. Marc peut me corriger, mais il me semble que c'est ça. Ben, c'est ça. Cette association-là, là, ça regroupait des fédéralistes francophones et anglophones. Puis, ça se mettait ensemble. Puis, un peu comme le camp du oui, hein, ça essaie de véhiculer des messages, on essaie d'influencer, on essaie de passer des mots, justement pour faire passer notre camp. Il y a eu dans les mêmes années, il y a eu Rallye Canada qui devient plus tard le Freedom of Choice. Désolé de mon anglais, là, je ne suis pas anglophone pantoute. Freedom of Choices. Merci, Charles. Non, je l'ai pas bien dit non plus. Il n'y avait pas de S. Marc, veux-tu t'essayer? Oui, Marc, essaie-toi donc. Ce serait encore plus pitoyable, donc je vais. Non, mais c'est comment? Y a-tu un S? Non, freedom of... ça serait Freedom of Choice. C'est ça, il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S, fait qu'il n'y a pas le choices, il n'y a pas la petite liaison. Là. En tout cas, j'ai coulé anglais, fait que c'est pas grave. Bon, donc, c'est que j'en étais, là, moi. Ouais, mais tu parlais de ce groupe-là. De ce mouvement-là, effectivement. Eux autres, leur but, là, c'était aussi de s'opposer à la Charte de la langue française. Ça s'attaquait à qui était quand même une grosse force du gouvernement Lévesque. On sait, on a adopté cette réforme-là pendant le premier mandat, juste avant le référendum. Tantôt, Marc-Antoine parlait de budget et de dollars. Là. Le camp du Nord disposait d'un budget de 2,7 millions de dollars. C'est quand même beaucoup là, à l'époque. Surtout pour l'époque, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, je sais. Ben, c'est peut-être 2,7 convertis cette année. Je n'ai pas fait de mes recherches. Okay. C'est quand même un gros. Ah, ben non, c'est ça. Ça correspond aujourd'hui à 11 millions de dollars. Wow. OK, fait que tu vois que le montant est quand même immense. Ce n'est pas les mêmes ressources. C'est sûr que ça a une influence sur le résultat final. Là. Donc, en 1980, le comité du non regroupait des représentants du Parti libéral du Québec, du Parti libéral du Canada, de l'Union nationale, des créditistes, puis toutes les autres associations que j'ai nommées aussi. Puis, le gouvernement fédéral a été l'une des plus grandes forces du camp du non parce que juste après l'élection du PQ en 1976, on a tout de suite commencé à s'attaquer, à se préparer, à préparer des fonds, à préparer la campagne, puis ça a vraiment joué sur le résultat là, du premier référendum. C'est un peu ça le camp du non, là. Beaucoup d'argent, puis beaucoup d'influence. Puis c'est sûr qu'il y avait déjà un certain engouement là, qui était vraiment là déjà avant les années 80. Puis c'est sûr que ça laissait personne indifférent, mais plus précisément, là, c'est quand qu'on décide vraiment là, de prendre le taureau par les cornes puis qu'on décide de l'organiser officiellement, ce référendum-là? Bien, la stratégie du gouvernement Lévesque et du Parti québécois à ce moment-là, c'était de montrer d'abord, dans un premier temps, qu'ils étaient capables de bien gouverner la province de Québec. Hein? Pour après montrer aux Québécois qu'ils étaient capables de fonder le pays du Québec. Parce qu'à ce moment-là, en 1976, le 15 novembre 1976, quand le Parti québécois prend le pouvoir, c'est la première fois que les indépendantistes gouvernent le Québec. On avait eu, avant ça, que des gouvernements fédéralistes. Le Parti québécois n'avait jamais gouverné le Québec, puis il n'y avait aucun autre parti politique indépendantiste qui avait gouverné le Québec. Donc, il s'agissait là de montrer qu'ils étaient un bon parti de gouvernement, qu'ils étaient capables d'apporter des réformes. PO en a mentionné plusieurs. Puis ça s'est fait en un seul mandat, puis il y en avait beaucoup d'autres. Donc, à ce moment-là, on montrait aux Québécois qu'on était capable de gouverner, et à la fin du mandat, on arrivait avec un projet de souveraineté association, après l'avoir expliqué et après avoir démontré qu'on était capable de bien gouverner. Donc, c'est vraiment en 1979, à la fin du mandat de René Lévesque, qu'on va commencer à réfléchir à la question. En fait, la petite anecdote, c'est qu'ils ont commencé à rédiger la question la veille de sa présentation officielle au Salon Bleu à l'Assemblée nationale. Et la question, je pense qu'on va en parler. Effectivement, c'est ma prochaine question, Marc. Ben, je vais laisser peut-être répondre PO là-dessus, mais elle était longue. Elle avait une signification particulière. Souvent, on pense que c'était une question qui voulait porter sur l'indépendance directement, mais non, il ne faut pas se tromper, c'était pas ça. Je vais laisser, je pense, PO l'expliquer à ce niveau-là. Mais justement, le PO, puis tu l'as un peu expliqué, le Marc, là. La question était longue pour nous même aujourd'hui, même moi, quand j'ai eu mes cours d'histoire, quand on apprend un peu ce volet-là, c'était un peu abstrait. Qu'est-ce que voulait dire la fameuse question? Donc, je te laisse répondre, PO. C'est quoi qu'elle signifiait, la question? Ben écoute, abstrait, oui, puis t'as pas de cours d'histoire. Moi aussi, j'ai décortiqué la première question en secondaire 4, puis j'avais été étonné.
Probablement que la complexité de la question là, a peut-être eu de l'influence, encore une fois, sur le résultat. Ce qu'il faut savoir sur le premier référendum, c'est différent du deuxième, on y reviendra plus tard. Le premier référendum, c'était en 2 temps. Premièrement, c'est un référendum pour aller négocier avec le Canada sur l'État du Québec, puis son pouvoir, etc. Et si les négociations ne marchaient pas, ensuite, on faisait, si je ne me trompe pas, si on faisait un autre référendum pour l'indépendance du Québec. Je pense, ouais, c'est ce que Marc, il semble dire, oui. Donc, déjà là, on part avec... C'est ça, Marc, c'est le pro. On commence avec une grosse complexité en faisant, on fait un référendum pour aller magasiner, négocier, fais pas notre affaire, on va en refaire un autre. Donc là, ça devient du monde. Puis là, je vais lire la question parce qu'elle est assez volumineuse. Là. Donc, c'est la question qui est annoncée le 20 décembre. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada. À une nouvelle entente fondée sur le principe. Wow. Excuse-moi, là, je perds mes affaires. Désolé. Oh là là. Voyons donc. On attend un peu. On a perdu la question. La question était tellement abstraite, on l'a perdue. Ben, elle était complexe, puis je peux vous la lire. Je l'ai devant moi ici. Dans le fond, c'était le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté. Et, en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie, donc aucun changement de statut politique résultant de ces négociations ne sera réalisé sans l'accord de la population lors d'un autre référendum en conséquence. Accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Canada et le Québec? Dans le fond, la question précisait simplement ce qu'était la souveraineté à ce moment-là. C'est qu'on voulait que ça soit la souveraineté un peu. Oui, c'était un peu ce modèle-là de souveraineté. Je pense que c'était un bon modèle. Ça l'expliquait bien c'était quoi la souveraineté. Clairement, le gouvernement Lévesque voulait juste simplement aller négocier avec le gouvernement fédéral avant de se lancer dans un processus de préparation de l'indépendance. Moi, je ne pense pas qu'il faut aller chercher un mandat de négocier avant. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas faire 2 référendums. Ça n'a pas été répété par la suite en 1995. Mais essentiellement, c'était ça. Donc, l'un des aspects pourquoi la question était si complexe et autant étapiste, c'est-à-dire qu'on met plusieurs étapes avant d'arriver à l'indépendance, c'est qu'il y avait, et je pense que j'aimerais ça y revenir plus tard, un peu dans l'épisode, il y avait Claude Morin qui conseillait René Lévesque, et Claude Morin était un espion, un infiltrateur du gouvernement fédéral. Donc, il mettait plusieurs embûches au processus référendaire. Attends, mais c'était juste pour être certaine, là, c'était un espion, tu dis c'était le conseiller de René Lévesque, mais il était là, il était aussi avec le gouvernement fédéral? Oui, puis effectivement, c'était un infiltrateur du gouvernement fédéral. Il était payé par le GRC pour leur donner des informations stratégiques. Il a nié par la suite, mais il a dû avouer au moment en 1981 parce qu'il y a eu, ils ont été capables de l'enregistrer, faire des aveux. Et il était ministre des Relations intergouvernementales entre le Québec et le Canada sous le gouvernement du Parti québécois. Et il était très proche de René Lévesque. René Lévesque lui faisait extrêmement confiance. Donc, René Lévesque basait beaucoup ses décisions en fonction de ce que Claude Morin lui conseillait de faire. Donc, dans le fond, il a un peu trahi René Lévesque. Oui, il a un peu trahi même le Québec, je dirais. Ah, bon. Et bon, là, on a un petit peu, on s'était un petit peu éparpillé dans le sujet, mais ça a été quoi, là, finalement, le résultat du premier référendum? Parce qu'il va y en avoir un deuxième, mais de base, c'était quoi le résultat? Bien, il faut savoir, probablement, qu'il y a eu un taux de participation quand même assez impressionnant de 85,6 %. Si on met ça plus à niveau aujourd'hui, les dernières élections au Québec, ce fut les élections municipales. Puis le taux de participation tournait autour de entre 40 et 45-46 %. Donc, puis au fédéral, je pense même que c'était... ouais, c'était pas haut non plus. C'était 60 % je crois. Donc, tu vois que le taux de participation était quand même extrêmement élevé. Le oui a eu 40,44 % des voix, puis le non a eu 59,56 %. Donc, quand même, une bonne écart.
Mais quand même 40% des voix, c'est quand même pas rien non plus pour un premier référendum, puis la complexité aussi de la question. Il faut retenir aussi de ce résultat-là 2 citations très, très, très marquantes de René Lévesque, soit « Mais j'ai confiance qu'un jour, il y aura un rendez-vous normal avec l'histoire, que le Québec tiendra, et j'ai confiance qu'on sera là ensemble pour y assister. » Et l'autre citation qui est probablement la plus populaire, « Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. » Eh bien oui, il y a eu une prochaine fois, on y reviendra plus tard dans l'épisode, là, mais c'est ces 2 citations qui ont marqué. Ben, il y avait René, là, sur ce point-là, il avait été comment qu'on dit ça? Visionnaire. Visionnaire, c'est ça. Merci, Marc-Antoine. Mm. Donc, le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, avait promis aux Québécois pendant la campagne référendaire que s'il votait non au référendum de René Lévesque, que lui puis les autres députés libéraux du Québec allaient tout faire pour apporter du changement positif au Québec au sein de la Constitution là, canadienne. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là, par la suite? Est-ce qu'il a réussi à tenir sa promesse? Bien, effectivement, c'est une bonne question parce que Pierre Elliott Trudeau, pendant la campagne, il a fait un certain nombre d'engagements auprès des Québécois. Et effectivement, il a promis aux Québécois que s'il décidait de rester dans le Canada et de poursuivre l'aventure canadienne, il allait avoir du changement au sein de la Fédération canadienne. Il allait avoir du changement dans la Constitution canadienne. C'était ambigu parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas quelle était la nature de ce changement. Il a refusé de le préciser. Donc, on ne peut pas dire nécessairement du changement positif. Il avait simplement promis qu'il allait avoir du changement. Est-ce qu'il y a eu du changement? La réponse, c'est oui, parce qu'en 1982, les premiers ministres des provinces, à l'initiative du premier ministre fédéral Pierre Elliott Trudeau, se sont assis pour renégocier la Constitution en la rapatriant au Canada par la suite. Donc, oui, pour répondre à ta question, il y a eu du changement. Est-ce que c'était positif pour le Québec? Non. Puis là, on a parlé un petit peu là, de Claude Morin, mais veux-tu y aller un peu plus en profondeur, Marc, là, c'était qui? Puis un petit peu, là, toutes les étapes, on a été capable d'établir un portrait, mais vraiment, ça a été quoi là, la saga de Claude Morin? Eh bien, Claude Morin a rejoint le Parti québécois, je crois que c'est en 1974, mais la date est à vérifier. On pourra peut-être la préciser un peu plus tard. Mais essentiellement, il a rejoint le Parti québécois aux côtés de René Lévesque. Il prétend qu'il était sincère dans sa démarche. Mais par la suite, les agents de la GRC ont ouvert un dossier. Les agents de la filiale de Québec ont ouvert un dossier pour l'approcher, pour établir des contacts avec lui afin d'en faire un agent infiltrateur, un espion, autrement dit, au sein du Parti québécois. Le but, c'était d'avoir des informations stratégiques sur les actions à venir du Parti québécois, sur le potentiel du Parti québécois, sur ses contacts avec l'international. Donc, ils ont réussi à convaincre Claude Morin, dans ces années-là, à donner des informations à ces agents-là. C'était vraiment quelque chose d'hyper secret. Là. C'était les 2 meilleurs agents du Québec qui s'occupaient du cas de Claude Morin. C'était vraiment donc des informations très sensibles. Claude Morin, quand le Parti québécois a pris le pouvoir, c'était une figure importante. Il était souvent conseiller et souvent aux côtés de René Lévesque. René Lévesque, comme je l'ai mentionné, en a fait son ministre des Relations intergouvernementales entre le Canada et le Québec. Oui, excuse-moi de t'interrompre, Marc, mais dans le fond, là, est-ce que Claude Morin, il était ami avec René avant là, le référendum puis sa campagne électorale en 1976 ou c'est vraiment venu après? Oui, les 2 hommes étaient très proches avant Depuis l'élection. longtemps, là. Oui. Ben, pas depuis la maternelle, disons, là, mais c'était connu Non. dans leur parcours politique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Claude Morin a été conseiller de plusieurs premiers ministres d'importance au Québec. Donc, Claude Morin naviguait dans les sphères de pouvoir bien avant ça, avant de connaître René Lévesque. Et quand il a connu René Lévesque, il a rejoint officiellement René Lévesque au Parti québécois, comme d'autres l'ont fait, comme Jacques Parizeau l'a fait. Jacques Parizeau aussi, c'était un conseiller économique, une tête très forte qui a conseillé plusieurs premiers ministres, dont Jean Lesage, par avant. Et donc, effectivement, Claude Morin, c'est une tête forte, quelqu'un qui avait des bonnes idées à certains égards, mais qui s'est laissé influencer par la GRC. Puis j'imagine que c'est toute cette expérience-là, dans le fond, qui
qui a remis en question René Lévesque, son expertise. Il a dit, OK, moi, lui, là, je le veux dans mon équipe. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que cette personne-là en vienne à trahir son propre parti, dans le fond? Puis sa propre nation. Je peux pas te dire qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Claude Morin pour accepter ça. Lui, sa version des faits, c'est que ça s'est vraiment passé, qu'il donnait des informations à la GRC, mais qu'il donnait pas des informations stratégiques puis qu'il essayait de les amener sur des mauvaises pistes. Évidemment, cette version-là est très critiquée auprès des proches de René Lévesque, qui l'ont critiquée à multiples reprises parce que pour plusieurs, ce n'était pas vrai. Claude Morin prétend même que, je pense que c'est en 1976 ou, bref, au début de leur relation à René Lévesque, Claude Morin aurait approché René Lévesque pour lui parler de tout ça, pour l'avertir que la GRC l'avait approché et tout ça. Les proches de René Lévesque, encore une fois, contredisent cette version-là des faits. René Lévesque l'aurait appris officiellement en 1981 par une collaboratrice qui aurait fait cracher le morceau à Claude Morin en l'enregistrant à son insu. Puis René Lévesque aurait écouté par la suite l'enregistrement. Puis il avait vraiment fait une crise pratiquement au cœur. C'était une grande trahison pour lui parce que ça faisait suite aux négociations constitutionnelles. Puis voilà. Mon Dieu. J'aurais pas aimé ça, être dans les souliers de René Lévesque à ce moment-là. Bon. Et là, on s'en va dans une histoire là, assez complexe. Parlez-moi, les gars, un petit peu de la nuit des longs couteaux parce que, OK, je l'ai dit dans mon dernier podcast, mais je faisais justement là un projet d'école par rapport à l'indépendance du Québec. Puis cette partie-là de mon projet a vraiment pas été le simple à expliquer. Donc, je voulais savoir si vous pouvez vraiment nous raconter là, qu'est-ce qui s'est passé, puis nous expliquer là, c'est quoi les vrais faits, qu'est-ce qui est arrivé. Parce que moi, tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a eu un accord, le Québec n'était pas là, puis c'était dans la nuit, dans une cuisine. Fait que, à part ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il faut savoir, Charlotte, au Québec, quand il y a eu la nuit des longs couteaux, bon, ça a eu lieu pendant les négociations constitutionnelles. On l'a dit, Pierre Elliott Trudeau, à la suite du référendum de 1980, a promis du changement aux Québécois. Donc, il arrive avec cette négociation-là en forçant les premiers ministres à renégocier dans le but de rapatrier la Constitution qui était alors une loi du Parlement britannique. Donc, il négocie avec les premiers ministres des provinces. À ce moment-là, il y a 8 provinces qui sont soudées ensemble. Parmi ces provinces-là, il y a René Lévesque à la tête de ce groupe-là qu'on appelle le groupe des 8. Les 8 réclamaient essentiellement des droits de veto, des nouveaux pouvoirs pour les provinces. Toutes ces provinces-là avaient certifié ensemble qu'ils n'allaient pas reculer face au gouvernement fédéral. Donc, le gouvernement fédéral se retrouvait dans une impasse. Ils veulent rapatrier la Constitution, ils veulent négocier, mais ce que les provinces demandent, ça ne les satisfait pas. Ça va trop loin pour eux. Donc, Pierre Elliott Trudeau se dit, je pourrais pas arriver à convaincre René Lévesque. Je pourrais pas arriver à convaincre les Québécois. Donc, par conséquent, je vais essayer de convaincre toutes les autres provinces, sauf le Québec. C'est là qu'il réunit les premiers ministres des différentes provinces. Donc, on parle que René Lévesque était à Hull, il dormait à Hull à ce moment-là, et les autres premiers ministres des provinces dormaient à Ottawa. Donc, le soir du 4 novembre, il les réunit dans un hôtel d'Ottawa, tous ensemble. Certains vont dire dans une chambre d'hôtel, certains vont dire dans une cuisine, d'où vient le nom anglais de kitchen à court. Je sais pas si je le prononce bien ou oui, même si c'est le bon terme. Mais c'est quoi? Il était-tu dans une chambre? Il était-tu dans une cuisine? C'est quoi la vraie chose? Ben, pour moi, honnêtement, je peux pas te répondre. Ils ont probablement changé de lieu. Puis peu importe qu'ils soient dans une cuisine ou dans une chambre d'hôtel, c'est pas très important. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à ce moment-là, des Québécois, Jean Chrétien et Pierre Elliott Trudeau, ont initié des démarches pour trahir le Québec, pour isoler le Québec. Puis, le comble de tout ça, c'est que les 8 provinces, les 7 provinces qui étaient avec le Québec, qui s'étaient engagées sur la même voie du Québec, qui s'étaient engagées à ne pas trahir le Québec et à ne pas trahir chacune d'entre elles aussi,
ont décidé de renier René Lévesque, de renier l'accord qu'ils avaient conclu avec René Lévesque et les autres provinces, en allant de l'avant avec les propositions constitutionnelles de Pierre Hulot Trudeau. Donc, c'était très peu satisfaisant pour le Québec. On reculait sur tous les points. On perdait même certains pouvoirs à certains égards. Donc, à ce moment-là, René Lévesque était complètement isolé. Le lendemain, quand il s'est présenté à la conférence, ils avaient la nouvelle entente. Les premiers ministres des provinces, le premier ministre fédéral, Pierre Hulot Trudeau, a proposé l'entente. Ils étaient tous d'accord, à l'exception du Québec. Le Québec s'est retrouvé isolé, et c'est là qu'on parle de la nuit des longs couteaux, quand ils ont tous négocié dans notre dos. Là, OK. Ça, j'imagine là, que ça a fait une espèce de bombe, là, OK? Surtout à l'époque, mais ça a été. C'est quoi? Qu'en est-il là, de l'impact aujourd'hui aussi là, par rapport à cette histoire-là, puis cette genre de trahison-là de la part du fédéral par rapport au Québec? C'est pas une genre de trahison, c'est une trahison complète et entière. Il faut le mentionner. À ce moment-là, il faut savoir qu'il n'y avait pas de COVID. Le sujet d'actualité, c'était les négociations constitutionnelles. Aujourd'hui, on écoute les points de presse du gouvernement, puis on suit à la lettre ce que les gens disent, puis on essaie de se faire une opinion, puis on essaie de voir c'est quoi les consignes. À l'époque, les gens, ils suivaient ce genre de questions-là. C'était ça le débat, c'était ça l'enjeu. Donc, tout le monde au Québec, tout le monde au Canada suivait attentivement ces questions-là. Donc, ça a eu l'effet d'une bombe, parce que tout le monde savait dans la presse, tout le monde savait dans l'opinion publique qu'il y avait un groupe de 8 provinces qui se tenaient ensemble face au gouvernement fédéral. Mais au Québec, imaginez-vous ça. On se réveille un beau matin, 7 provinces ont reculé sur l'entente qu'ils avaient conclue avec le Québec. Le premier ministre du Canada est pleinement satisfait. Et là, René Lévesque, qui est complètement isolé, il a fait une conférence de presse. Il a dit des propos. Allez voir sa conférence de presse. Je pense que ça se retrouve facilement sur YouTube. Il était vraiment désappointé. Il était vraiment déçu de la tournure des événements parce qu'il s'attendait à avoir des changements positifs au sein du Canada. C'était pas la souveraineté qu'on allait obtenir, mais on allait obtenir des droits de veto, des droits sur l'immigration, etc., etc. Donc, ça a eu l'effet d'une bombe à ce moment-là. Ça a créé un immense sentiment de mécontentement au Québec. Les autres provinces, elles étaient toutes satisfaites. Mais au Québec, c'est certain qu'en étant isolé, en n'obtenant aucun gain, puis en perdant des droits, on s'est vraiment senti trahi, chacun à notre manière, mais vraiment, là, on s'identifiait beaucoup aussi à René Lévesque. Donc, de voir René Lévesque trahi, isolé, seul, c'était vraiment quelque chose pour les Québécois. On aimait notre premier ministre. Notre premier ministre était de bonne foi dans tout ça. Il a mis toute sa bonne énergie, toute sa bonne foi pour négocier avec le fédéral. Donc, à ce moment-là, c'était pas un événement joyeux. Plus tard, ça a continué à avoir des conséquences. Ça a marqué l'esprit des Québécois de voir ça à la télévision, de lire ça dans les journaux. Donc, pendant de longues années, ça a occupé l'opinion publique. Ça mobilisait un peu aussi les gens, de sorte que il y a eu l'accord du lac Meech plus tard. Puis encore aujourd'hui, le Québec n'a toujours pas signé la Constitution canadienne. Il n'y a aucun premier ministre fédéraliste du Québec qui a voulu signer la Constitution canadienne. C'est pas juste une histoire de souverainisme, là. C'est qu'aucun Québécois considère que cet accord-là fonctionne pour le Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On continue à rester dans un régime dans lequel on n'a pas signé la loi fondatrice, c'est-à-dire la Constitution, ou on en sort, ou on essaie de la modifier. Malheureusement, le fédéral ne voudra jamais modifier ça. Parce que pourquoi? Je pense que c'est ce que j'ai lu sur tes lèvres. Ça a créé d'immenses tensions au Québec puis au Canada. Ça l'affrontait les Québécois. Ça mettait en place un affrontement entre les Québécois et les Canadiens anglais qui ne s'entendaient pas sur l'essentiel. Donc, si on renégocie aujourd'hui la Constitution, on a bien peur que ça arrive encore de nouveau. On ne voudrait pas recréer des conflits constitutionnels parce que les Canadiens, ils ne sont pas fous. Hein. Ils savent que si on part, si le Québec part, il y a bien des affaires qui partent avec le Québec. Donc, ce ne serait pas à leur avantage. Donc, ils veulent à tout prix éviter ça. Alors qu'au Québec, il y a eu des démarches. François Legault, Philippe Couillard. Philippe Couillard voulait renégocier la Constitution canadienne. Mais, comme toujours, le premier ministre, à ce moment-là, c'était Justin Trudeau, a refusé en balayant de la main cette demande-là. Bon, là, Marc-Antoine t'a parlé un petit peu de l'accord du lac Meech. Puis là, si je me trompe pas,
cet accord-là a un peu là, essayé de réparer les pots cassés là, suite à cette grosse bombe qui a été lâchée au Québec. Oui, effectivement, Charlotte. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que cet accord-là, ça comprend 5 points principaux. Premièrement, la reconnaissance du Québec comme une société distincte, c'est quand même très important, au sein du Canada. Ensuite, l'élargissement du droit de veto des provinces sur les modifications constitutionnelles. L'élargissement des compétences des provinces en matière d'immigration. Le droit pour une province qui choisit de ne pas participer à un programme du gouvernement fédéral d'obtenir une compensation financière. Et l'obligation pour le gouvernement fédéral de consulter les provinces sur les nominations au Sénat et la Cour suprême. Ainsi, Brian Mulroney promet aussi d'autres réformes après l'approbation de cet accord-là. C'est vraiment un accord qui visait à recréer l'harmonie au sein de la Fédération canadienne, en donnant au Québec ce qu'il demandait historiquement. Puis encore aujourd'hui, plusieurs nationalistes québécois ont espoir que le Canada va nous céder ces éléments-là. Mais comme Marc-Antoine vient de dire, on essaie d'éviter ça le plus possible, on tasse ça de la main, donc ça me surprendrait honnêtement là, que ça arrive. Mais il y a plusieurs personnes qui le demandent. Mais là, tu as parlé de Brian Mulroney, PO. On ne l'a pas vraiment introduit. C'est qui? Est-ce qu'il avait pris la place de René Lévesque à ce moment-là? Si tu l'es un petit peu. En fait, Brian Mulroney a été premier ministre du Canada. Il était issu du Parti progressiste conservateur. C'était un Québécois d'origine irlandaise. Il vient de Bécomo. C'était un avocat. Donc, il a été élu chef du Parti progressiste conservateur et il a été élu premier ministre par la suite en remplaçant les libéraux, en promettant essentiellement qu'il allait ramener dans l'harmonie et l'enthousiasme le Québec dans le giron constitutionnel canadien. Donc, c'était l'une de ses promesses phares. Le Québec a voté massivement pour lui. Donc, il y a eu à ce moment-là René Lévesque était encore premier ministre du Québec quand Brian Mulroney est arrivé premier ministre du Canada. Il y a eu des pourparlers. Il y a eu ce qu'on appelle le beau risque entre le Québec et le Canada. Mais par la suite, Robert Bourassa a pris le pouvoir en remplacement de René Lévesque. Et c'est là vraiment qu'il y a eu des négociations pour l'accord du Lac-Meech. Mais là, si je comprends bien, ça n'a pas marché, l'accord du Lac-Meech. Puis pourquoi ça n'a pas marché? Puis qu'en est-il des conséquences? Ça n'a pas marché, effectivement, à l'étonnement de tout le monde, encore une fois, à l'époque, parce que, encore une fois, tout le monde était d'accord. Toutes les provinces étaient d'accord. Le gouvernement fédéral, à ce moment-là, était heureusement d'accord. C'était la différence avec 1982, hein, parce qu'en 1982, le fédéral s'objectait à toutes les demandes du Québec. Mais là, à ce moment-là, Brian Mulroney est ouvert aux demandes du Québec. Les provinces sont d'accord. On conclut une entente. Les gens sont contents. Mais là, on donne une date limite pour que chaque parlement dans les provinces ratifie l'accord. Mais là, ce qui arrive, c'est que, disons, je pense que c'était notamment au Manitoba. Au Manitoba, il y a un changement de gouvernement. Le nouveau gouvernement n'est pas d'accord avec l'accord. Ben, qu'est-ce qui arrive? Le gouvernement du Manitoba ne veut pas ratifier l'accord. Retour à la case départ. Parce que ça prend l'accord puis la ratification de toutes les provinces. C'est ça le problème. C'est ça la difficulté des changements constitutionnels au Canada. À ce niveau-là, pour modifier la nouvelle constitution de 82. Donc, il n'y a pas eu de ratification. Au niveau des conséquences, ben, ça a encore une fois créé beaucoup de mécontentement au Québec. Parce que, oui. Mais si je ne me trompe pas, là, Marc, il y a aussi eu beaucoup. Tu sais, il y a eu l'accord du Lac-Meech, mais il y en a eu beaucoup d'autres après. Là. Mm-hmm. Il y a eu l'accord de Charlottetown, puis c'est Charlotte, fait que je me rappelais de ce mot-là, mais il y en a eu d'autres. Oui, il y a eu d'autres tentatives. L'accord de Charlottetown était massivement refusé par les Canadiens et les Québécois. Pour les Canadiens, l'accord de Charlottetown allait trop loin. Puis pour les Québécois, l'accord de Charlottetown n'allait pas assez loin. Donc, il y a eu un référendum. Le Canada a voté contre. Le Québec a voté contre. Donc, encore une fois, retour à la case départ. Ça, c'est suite à l'accord du Lac-Meech. Mais pour revenir à l'accord du Lac-Meech, sont les conséquences. Encore une fois, ça a créé un gros mécontentement. Cette année-là,
à la veille, l'accord a été donc abandonné à la veille de la fête nationale au Québec. Imaginez l'énergie et l'ampleur de la fête nationale dans ces années-là. Il y a eu le père de Gilles Duceppe qui a prononcé un discours. Le grand comédien Jean Duceppe a prononcé un discours en mentionnant que ce ne serait plus jamais au Manitoba que l'avenir du Québec se décidera. Donc, il y avait une grande énergie nationaliste dans ces années-là, propulsée par l'échec de l'accord du Lac-Meech. Suite à tout ça, on a parlé des nombreux accords. Ça a été quoi, là? Tu sais, tu as un peu parlé de la fête nationale et tout, là. Ça a été quoi l'ampleur de ces événements-là au Québec? On peut parler aussi du fait que le Bloc québécois a été fondé dans ces années-là, suite à l'accord du Lac-Meech, suite à l'échec de l'accord du Lac-Meech plutôt. Le Bloc québécois a été fondé par un progressiste conservateur qui était alors ministre dans le gouvernement, M. Lucien Bouchard, et par Jean Lapierre, qui était député libéral. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de parti souverainiste sur la scène fédérale. Et Lucien Bouchard, Jean Lapierre, à cette époque-là, pendant l'accord du Lac-Meech, essentiellement, ils étaient d'accord avec l'accord du Lac-Meech, puis ce n'étaient pas des souverainistes. Mais, quand ils ont vu tout le mépris du Canada anglais, quand ils ont vu que c'était impossible de modifier le Canada, d'améliorer positivement le Canada avec le Québec à l'intérieur, ils sont venus à la conclusion que ça prenait vraiment un grand coup de barre. Donc, ils ont fondé le Bloc québécois sur la scène fédérale en se disant, si le Canada ne peut pas changer, nous, on va en sortir. Donc, ça a été l'éveil de plusieurs fédéralistes québécois qui se sont dit, plus jamais on va se faire avoir dans ce processus-là. Dorénavant, on va mettre nos énergies à fonder la République du Québec. Puis un peu plus tôt, on a justement parlé du premier référendum, celui de 1980. Comme j'ai dit un peu plus tôt aussi, il y a eu un deuxième référendum en 1995. Puis là, on a parlé de l'organisation, mais ça a été quoi l'organisation puis les enjeux de ce référendum-là? Mais ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est qu'en septembre 1994, le Parti libéral du Québec, qui est fédéraliste, naturellement, a été battu aux élections législatives par le Parti québécois, qui est souverainiste. Les élections accordent respectivement 47 sièges pour 44,3 % des voix aux libéraux, contre 77 sièges pour 44,7 % des voix au PQ. Parmi les promesses faites par le Parti québécois pendant la campagne du nouveau premier ministre Jacques Parizeau se trouve l'organisation dans l'année qui suit d'un référendum la souveraineté du Québec. Donc, c'est ça la grosse différence entre le référendum de 80 et celui de 95. C'est qu'on ne passera pas par une négociation puis par deux référendums, c'est non. Puis on y va tout de suite, l'année après notre élection, on est élu, référendum, on y va d'une shot pour la souveraineté du Québec. C'est pas mal plus clair comme ça. Là. Puis, PO, est-ce que tu penses là, d'y aller vraiment là, d'une shot, comme tu as dit, là, c'est parce que le Québec était un peu fâché des événements qui se sont... tu sais, la nuit des longs couteaux, là, c'était encore très frais. Est-ce que tu penses que c'était dû à ça? Oui, naturellement, ça a un lien. Puis moi aussi, je pense que ça a été une stratégie quand même intelligente. Comme Marc a dit, là, le cœur, la plaie était quand même très ouverte, pas juste pour les souverainistes, mais pour le Québec en général. La trahison de la nuit des longs couteaux, la cause de Lac-Meech qui a échoué. Moi, je pense que c'était très stratégique d'y aller d'un coup. La plaie est encore ouverte, fait que c'est le temps d'essayer de guérir ça puis d'apporter sa solution. Moi, je trouve que je lève mon chapeau à la stratégie. Je pense que ça a été quand même assez payant. Puis d'ailleurs, le résultat a été très, très, très sérieux. On y reviendra plus tard, là, mais moi, j'approuve cette stratégie-là. Ouais. Puis, quels ont été les éléments marquants de cette campagne-là? Il y a eu plusieurs éléments marquants, évidemment. Pendant la campagne, ça a été une campagne assez émotive, assez intense. On parle d'environ un mois de campagne. Évidemment, il y a eu des démarches avant. La plaie était encore ouverte entre le sentiment des Québécois, comme P.O. le mentionnait, et le sentiment des Canadiens. Moi, l'un des éléments que je retiens de ce référendum-là, c'est que le camp du non a agi de manière illégale au niveau des dépenses. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui encadre les dépenses électorales et les dépenses référendaires en période de référendum. Donc, chaque camp, donc le camp du oui, le camp du non, a un montant maximum. Puis c'est comme ça aussi aux élections, a un montant maximum qu'il peut dépenser. Mais là, ce qu'on retrouve pendant ce référendum-là, c'est que le camp du oui atteint le plafond, le camp du non atteint le plafond, et le camp du non décide, par le biais, en contournant la loi, de dépasser ce plafond-là.
La manière qu'ils se sont pris, oui, Charlotte? Est-ce qu'on l'a su après le résultat? C'est dans le fond pas cette fraude-là, là, mais Oui, dans. Oui. ça s'est su un peu plus tard. C'est une fraude. C'est une fraude, c'est un viol de la loi. C'est un viol carrément de la loi sur les dépenses et l'encadrement du processus référendaire. Parce que, comme je le mentionnais, ils ont contourné la loi. Ce qu'ils ont fait n'était pas illégal au Québec. Parce ce qu'ils ont fait essentiellement, c'est de faire des dépenses à l'extérieur du Québec. La loi québécoise encadre tout ce qui se passe au Québec, mais la loi québécoise n'a aucun impact avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc, le gros de leur processus, ça a été de faire avec le lobbying, la grande marche pour l'unité canadienne à Montréal, au centre-ville. Ils ont fait venir des milliers de Canadiens par avion, par train, en leur payant des voyages, tout dépenses payées, avec des dépenses faites à l'extérieur du Canada, faites à l'extérieur du Québec. Donc, ce n'était pas encadré par la loi. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu de recours en cours, mais tout de même, il y a eu des dépenses illégales au Québec, et ça, le DGEQ, le directeur général des élections du Québec, a poursuivi les acteurs qui ont fait des dépenses dans ce sens et a émis des contraventions. Puis pour les gens qui veulent s'intéresser plus à cette question-là, je recommande vraiment le livre Le référendum volé, qui se retrouve un peu partout sur Internet pour se le procurer. C'est bon, Marc, tu es tout le temps là pour nous proposer des bons livres, c'est super. Mais est-ce que le Québec avait davantage l'appui à l'international dans l'éventualité d'une victoire du camp du oui à ce moment-là? C'est un élément clé de notre indépendance. Peu importe si on connaît ou non, ou à quelle échelle on connaît les relations internationales, quand une nation fait le choix de devenir un pays, ça prend l'approbation, je dirais, et l'appui de certains alliés et une reconnaissance de certains alliés à l'international. Donc, le gouvernement Parizeau, n'étant pas bête, étant un excellent gouvernement, a préparé l'appui, notamment en France et aux États-Unis. On avait l'appui formel à ce moment-là du président français, Jacques Chirac, qui avait déclaré à de multiples reprises, notamment aux États-Unis même, que si le Québec faisait le choix de devenir un pays, la France allait être l'un des premiers pays à le reconnaître au lendemain de sa souveraineté. Donc, on avait vraiment des alliés très stratégiques à ce niveau-là. L'appui français a toujours été très fort. On le sait depuis le général de Gaulle. Ça s'est maintenu. Puis, par la suite, on a également fait des démarches. En fait, le gouvernement du Québec a fait des démarches pour avoir l'appui des États-Unis. Les États-Unis ont été beaucoup moins engagés que la France. La France était très engagée dans son appui. Au niveau des États-Unis, ils ont été plus prudents. Bill Clinton, qui était alors président des États-Unis au moment du référendum, était quand même bien ami avec Jean Chrétien, qu'ils entretenaient une bonne relation. Et quelques semaines avant le référendum, quelques jours, je pense, avant le référendum, Bill Clinton s'est adressé aux médias et s'est fait poser une question sur le sujet. Et il a répondu que simplement que le Canada avait toujours été un bon allié, un allié stratégique fort et avait été un modèle dans le monde. Donc, il n'a pas voulu s'avancer sur une reconnaissance potentielle du Québec souverain. Il n'a pas non plus dit qu'il n'allait pas reconnaître le Québec souverain en cas de victoire du oui. Donc, au niveau des Américains, on sentait qu'ils avaient une préférence pour l'unité du Canada, peut-être, mais qu'ils étaient quand même sensiblement prêts à reconnaître un nouveau pays en Amérique du Nord. Quels ont été les résultats de ce référendum-là au niveau des chiffres? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de participation était de 93,5%. C'est le plus haut taux de notre histoire. C'est quand même un très haut taux. Tu sais, tantôt, vous faites des comparaisons avec les élections municipales de 40% environ. C'est plus que le double. Là. C'est une très forte participation du Québec. C'est très serré. Le oui a obtenu 49,4% des voix contre le non de 50,5%. C'est extrêmement serré. C'est environ 50 000 voix de différence entre le oui et le non. Puis c'est 25 000 votes qui auraient fait la différence, là, la balance. Pour avoir un 50-50, c'est extrêmement, extrêmement serré. Puis tout avec les fraudes, puis les crosses, désolé là, du terme, dans le système, là, c'est vraiment un référendum volé. Je veux dire, c'est tellement serré, puis ils ont fait de l'immigration illégale, du financement illégal.
C'est ça. C'est quand même curieux, hein? On veut pas négocier avec le Québec, on veut pas lui donner de pouvoir de plus, mais on veut pas le laisser partir. Par contre, on est prêt à tricher, on veut pas le laisser partir. En tout cas, ça, c'est un commentaire personnel, là, mais c'est ça les résultats, Charlotte, globalement, du deuxième référendum. Puis, Marc-Antoine, ma question est dirigée vers toi, mais au-delà des chiffres, qu'en est-il du résultat? Ben, c'est sûr que le résultat qu'on a obtenu, c'était pas le résultat attendu par une partie de la population, par l'ensemble également des souverainistes. À ce moment-là, là, on parle de 1995. Si je me trompe pas, je pense qu'on est tous nés ici après 1995. On serait nés dans un Québec souverain, faut pas l'oublier, là. C'est encore un sujet d'actualité. Donc, l'une des conséquences, c'est que cette question-là n'est pas réglée. Si on avait fait le choix, si les gens avaient fait le choix en 1995 d'être un pays, à mon avis, on serait beaucoup plus avancé en disposant de tous nos leviers législatifs, tous nos leviers économiques et de tous nos leviers pour négocier des traités à l'international. Donc, l'une des conséquences, c'est qu'on n'est pas indépendant. Par la suite, c'est sûr que, bon, il y a eu d'autres démarches. Le mouvement souverainiste a été un peu timide. Le mouvement souverainiste a eu peur de perdre une troisième fois. Lucien Bouchard est devenu premier ministre quand Jacques Parizeau a démissionné quelques instants après la défaite. Je pense que c'est le lendemain. Donc, Lucien Bouchard a été beaucoup plus prudent, n'a pas voulu tenir de référendum, mais l'appui, quand même, on sentait que l'appui était encore là. Donc, ça a été beaucoup contesté au sein du Parti québécois. OK. Puis là, Marc-Antoine, tu as un peu là, expliqué que c'est toujours pas réglé aujourd'hui, toute cette histoire-là. Mais où on est rendu où là, maintenant, là, aujourd'hui, par rapport au mouvement souverainiste un peu? Moi, je pense qu'il faut reprendre espoir. Reprendre espoir en nos capacités, reprendre espoir en notre avenir, en notre façon de faire. On est Québécois et on peut être fier d'être Québécois. On a des leviers économiques puissants. On a des artistes qui rayonnent partout à travers le monde. On a une culture bien vivante. On a une langue qui mérite d'être protégée, qui mérite de rayonner dans le monde. On a tout pour devenir un pays. On a les ressources, on a le talent, on a le potentiel. Maintenant, pour moi, il me semble évident que le mouvement indépendantiste peut rebondir. C'est dans l'intérêt du Québec que le mouvement indépendantiste reprenne des forces. Plus que jamais, nous devons faire preuve d'unité, de cohérence et de stabilité. Selon moi, là, le mouvement indépendantiste doit se remettre en marche et doit se remettre en marche puissamment en s'alliant avec toutes ses forces pour vraiment recréer une dynamique pour faire l'indépendance une bonne fois pour toutes. Très pertinent comme réponse, Marc, bravo. Merci. Et sur cette belle réponse-là, est-ce que vous avez des suggestions de films, de documentaires à lire là, si jamais on veut s'informer davantage sur le sujet? Oui, Charlotte, moi, je propose un livre, Attendez que je me rappelle, qui est en fait l'autobiographie de René Lévesque et la mini-série sur la vie de René Lévesque, je recommande très fortement. Mais merci, là. J'ai vraiment l'impression qu'on a fait un bon survol des questions constitutionnelles des années 80 et 90. J'en profite aussi pour vous mentionner que c'était notre dernier épisode consacré à la couverture des événements là, historiques au Québec. N'hésitez pas à la maison là, d'écouter nos autres épisodes sur l'histoire du Québec. On en a fait sur les rébellions des Patriotes, les conscriptions de 1917 et 1944 et sur la Révolution tranquille. Et là, vous allez avoir celui-là. Restez à l'affût aussi là, sur toutes nos activités parce que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, eh bien, on va avoir le bonheur là, de recevoir différents invités et de parler là, d'arguments pour l'indépendance puis de commenter là, l'actualité politique. Alors, c'est vraiment important de rester à l'affût. On est là sur YouTube, Facebook, Instagram et même sur Spotify. Alors, ne manquez pas ça. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.